La communication intercellulaire. Nous allons revoir l'ensemble des interactions qui existent entre les cellules elles-mêmes ainsi qu'avec le milieu extracellulaire. Il existe deux types d'interactions selon la proximité des cellules. Commençons par le cas des cellules proches. Dans ce cas, l'interaction se fait directement par contact entre deux cellules et s'accompagne d'adhésions intercellulaires. On parle de communication justacrine. C'est à l'aide de jonctions cellulaires qui permettent aux cellules d'adhérer entre elles que ces cellules vont pouvoir échanger des informations. Les jonctions cellulaires vont assurer la cohésion, on parle alors de jonction serrée, l'adhésion, on parle donc de jonction d'ancrage, et la communication. Les jonctions serrées sont caractéristiques des cellules épithéliales. Les jonctions serrées assurent un lien fort entre les membranes de deux cellules. Ce sont des jonctions étanches permettant aux membranes de se coller grâce à des protéines représentées ici en vert. Les jonctions d'ancrage permettent aux cellules d'adhérer entre elles. Elles sont la base de construction des tissus. Les jonctions d'ancrage sont ici schématisées dans un contexte de cellules épithéliales, mais elles ne sont pas spécifiques des épithéliums. Il existe deux types de jonctions d'ancrage entre deux cellules. On va commencer par rappeler l'existence des desmosomes. Ils sont composés de plaques circulaires cytoplasmiques denses, situées à l'intérieur de chaque cellule. Sur ces desmosomes sont concentrées des cadérines au niveau extracellulaire en rose et des filaments intermédiaires au niveau intracellulaire en bleu. Maintenant, les jonctions adhérentes. Elles sont composées de cadérines, toujours au niveau extracellulaire en rose, mais cette fois, elles sont reliées à des filaments d'actine au niveau intracellulaire en rouge. Enfin, les jonctions communicantes, aussi appelées jonctions GAP, permettent de faire passer les petites molécules. Ces jonctions sont formées de protéines, appelées connexines, qui s'associent pour former un connexon. Ces connexons sont des canaux intercellulaires qui traversent les membranes plasmiques des deux cellules pour mettre en contact leur cytoplasme et ainsi faire passer les molécules. Ici est schématisée la jonction communicante chez les cellules épithéliales, mais elles existent aussi dans d'autres types cellulaires, comme par exemple les cellules myocardiques. Maintenant, si les cellules sont éloignées, l'interaction va nécessiter un messager, représenté en orange ici. Il existe trois types de communication. La communication autocrine, c'est-à-dire qu'une cellule libère un messager, et ce messager va agir sur cette même cellule. La communication paracrine, où une cellule libère un messager, et ce messager va agir sur les cellules voisines. Et enfin, la communication endocrine, le messager va être libéré par une cellule, et va agir à distance sur une autre cellule, après avoir été véhiculé par le sang, représenté ici en rouge. Les messagers ainsi échangés s'appellent des hormones. Pour communiquer entre elles, les cellules éloignées synthétisent des messagers, que ce soit des enzymes, des médiateurs, des hormones, et elles synthétisent des récepteurs. Plusieurs étapes sont nécessaires pour que les cellules communiquent. Il y a d'abord synthèse et libération du messager. Le messager libéré va interagir avec le récepteur, puis le signal capté par le récepteur va être transmis à la cellule, et enfin, le signal reçu sera transformé en un ou plusieurs effets biologiques. Les messagers sont de nature chimique diverse. Ce sont des dérivés d'acides aminés, des dérivés d'acides gras ou des dérivés de cholestérol. Leur classification repose sur la distance qui sépare leur site de libération de leur site d'action. On retrouve alors les hormones, véhiculées par le sang comme on a dit précédemment. Elles sont produites par une glande et libérées dans le sang pour rejoindre l'organe où elles vont exercer leurs effets. Par exemple, l'ocytocine, synthétisée dans l'hypothalamus, stimule l'émission de lait et des contractions utérines. Les neurotransmetteurs, aussi appelés neuromédiateurs, ils sont libérés à l'extrémité d'un neurone et transmettent une information à une cellule postsynaptique. En clair, un neurotransmetteur, c'est une molécule chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre au niveau des synapses. Et enfin les cytokines, synthétisées notamment par les cellules du système immunitaire ou par d'autres cellules ou tissus, elles agissent sur les cellules pour en réguler l'activité et la fonction.
Les cytokines peuvent agir sur la cellule qui les synthétise via le mode autocrine. Les cytokines peuvent agir sur d'autres cellules que celles qui les produisent par le mode paracrine, ou alors elles peuvent agir à distance, transportées par le flux sanguin sur d'autres cellules. C'est le mode endocrine. Les récepteurs, ce sont eux qui vont interagir avec les messagers. L'interaction qui en résulte va induire un effet biologique. Les récepteurs sont de nature polypeptidique, ils peuvent être membranaires ou nucléaires, et une même cellule comporte généralement plusieurs types de récepteurs. La plupart des récepteurs qui reçoivent des messagers sont des récepteurs membranaires, c'est-à-dire présents à la surface des cellules. Ces récepteurs comportent une partie extracellulaire, où se trouve le site de reconnaissance du messager, une partie transmembranaire et une partie intracellulaire. Une fois que le contact messager-récepteur est établi, l'activation du récepteur va induire des modifications qui vont soit être localisées à la membrane, soit s'étendre au cytoplasme, ou bien atteindre le noyau. Dans tous les cas, ces messagers ne pénètrent pas la cellule. Il existe 3 types de récepteurs membranaires. Ici est représentée la bicouche lipidique des membranes plasmiques et un récepteur membranaire qui capte un messager. Les récepteurs membranaires les plus nombreux sont les récepteurs couplés aux protéines G. Une fois activés par l'arrivée d'un messager, ces récepteurs vont recruter une protéine collée à la membrane côté intracellulaire. Cette protéine est constituée des sous-unités alpha, bêta, gamma pour former ce que l'on appelle la protéine G. Une fois activée, la protéine G va transmettre le signal à une enzyme. Et cette enzyme va émettre un messager secondaire qui va entraîner la cascade de signalisation. Autre type de récepteur membranaire, le récepteur enzyme. Ce type de récepteur possède sa propre activité enzymatique dans la partie intracellulaire du récepteur. Et la fixation du messager au récepteur va induire l'activité enzymatique. Ce site enzymatique recrute ensuite des partenaires qui entraînent la cascade de signalisation. Et enfin, dernier type de récepteur membranaire, les récepteurs canaux. Ils sont responsables des équilibres ioniques transmembranaires. Ces récepteurs comportent un canal faisant communiquer le cytoplasme de la cellule avec le milieu extracellulaire. Le messager module l'ouverture du canal pour permettre aux ions de pénétrer la cellule. Les récepteurs canaux régulent donc l'entrée dans la cellule des ions, potassium, magnésium, calcium et autres. Maintenant, si on se focalise sur les messagers lipophiles, les récepteurs sont à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme. Le messager lipophile traverse donc la membrane plasmique pour se lier à son récepteur. On parle de récepteurs nucléaires. Ces récepteurs nucléaires vont capter un message et vont le plus souvent activer l'expression de certains gènes au niveau du noyau pour interagir avec l'ADN. Notons que les récepteurs, notamment récepteurs membranaires, peuvent aussi être la porte d'entrée de certains pathogènes et causer une infection. Les cellules dans l'organisme reçoivent tout un tas de signaux en même temps. La cellule doit donc s'adapter pour répondre à l'ensemble de ces signaux afin d'assurer sa survie.